Bonjour Gilles, ravi de t'avoir avec nous sur ce podcast. J'ai le plaisir de t'accueillir. Tu es fondateur et directeur exécutif du think tank Wati, qui est un think tank africain, panafricain sur l'Afrique de l'Ouest. Tu vas nous en dire plus tout à l'heure. Donc en cette période de rentrée, j'ai envie de dire qu'on va discuter de think tank à think tank quelque part, puisque Diapason est plus orienté sur Madagascar, mais aussi très ouvert sur les problématiques africaines. Et donc vraiment ravi de t'avoir à nouveau, puisque nous avions déjà eu le plaisir de t'accueillir sur l'un de nos événements il y a quelques mois. Merci beaucoup, merci. C'est un vrai plaisir de rejoindre à nouveau le think tank Diapason et de saluer cet esprit d'ouverture justement d'un think tank qui est d'abord sur Madagascar, mais pas seulement, et qui s'intéresse aux dynamiques africaines. Merci de m'accueillir donc dans ce podcast au plaisir bien sûr de répondre aux différentes questions qui me seront posées. Alors effectivement, il y en aurait plein. Et je pense on s'est restreint en fait dans les questions que l'on va te poser, Gilles. Mais peut-être qu'on va commencer par le début, comme on dit souvent. Est-ce que tu peux te présenter et nous en dire plus aussi sur Wati, sur ce think tank que vous avez fondé il y a presque 10 ans maintenant? Oui, alors, Géliabi, je suis béninois d'origine et de citoyenneté, installé au Sénégal, et je dirais intéressant particulièrement à l'ensemble de la région ouest africaine et au-delà aux dynamiques africaines. Je suis économiste de formation, je fais un doctorat en économie du développement en France. Et j'ai surtout ensuite travaillé plutôt comme analyste politique en m'éloignant un peu de l'économie dans le sens le plus strict du terme et des sciences économiques Oui. et m'intéressant en particulier aux dynamiques politiques et sécuritaires en Afrique de l'Ouest et ayant travaillé pendant plusieurs années pour une organisation justement spécialisée sur la prévention et la résolution des conflits par l'analyse et les recommandations, une organisation International Crisis Group. Et je suis parti donc de cette organisation en ayant dirigé le projet Afrique de l'Ouest. Je suis parti pour préparer la mise en place d'un think tank citoyen ouest-africain qui est donc Wati, créé formellement en décembre 2014 et commençant ses activités en 2015 avec donc cette ambition d'être une plateforme au service de la région ouest-africaine et à nouveau au-delà au service du continent africain, une plateforme de réflexion, mais ouverte à tout le monde. C'est pour ça qu'on le définit comme un think tank citoyen. Et l'idée, c'est vraiment de réfléchir aux enjeux qui nous semblent être les plus importants pour le présent et pour l'avenir du continent, avec une focalisation, comme je l'ai dit, sur l'Afrique de l'Ouest, parce que je pense que la diversité du continent est telle il faut travailler aussi région par région et pays par pays, tout en étant conscient aussi de ce qui nous unit, mais aussi de ce qui nous différencie. Oui. Oui, Donc, oui, oui. l'approche de Wati, c'est un peu celle-là. C'est vraiment d'encourager l'intérêt pour les savoirs, pour les connaissances de manière générale dans toute la région, auprès des jeunes, mais pas seulement, et qu'on comprenne que l'alliance entre la connaissance, le travail, le souci du travail bien fait constamment et le souci de l'intérêt général, du bien commun, je crois que ces trois éléments, de notre point de vue, sont déterminants en fait pour l'action collective positive pour notre continent. Et ce qu'on essaie de faire avec Wati, c'est vraiment ça. C'est à travers ce qu'on fait, encourager réellement cet état d'esprit, s'intéresser à soi, à son propre avenir, mais aussi s'intéresser à la communauté, à la région, à son pays, et le faire à nouveau avec constamment le souci du travail bien fait. Ouais. Merci pour cette introduction et
pour ce rappel, en tout cas sur les valeurs, sur ce qui vous anime et sur ce qui vous a fondé. Et donc, presque, on est tout proche là des 10 ans finalement avec la fin d'année et début d'année 2025. Ça paraît déjà énorme en fait en termes de durée sur le temps que ça a représenté en termes de réflexion et donc tous les contenus, tous les grands axes sur lesquels vous avez pu travailler. Alors j'ai envie de dire, plongeons dans le vif du sujet, Gilles, puisque quelque part cette expérience, mais même ce que tu as fait auparavant finalement par rapport à tes études, euh, t'ont déjà armé et vous ont déjà armé dans ce think tank à pouvoir embrasser les problématiques que rencontre le continent et effectivement spécifiquement l'Afrique de l'Ouest. Mais après 10 années de pratique finalement, et si on considère un peu les pays dont on parle, c'est-à-dire on va dire une vingtaine de pays, 17 pays exactement, qui ont été indépendants il y a à peu près 60 ans en Afrique. Quel est un peu le constat que tu fais aujourd'hui? Quel est le constat que vous faites sur la situation africaine, de façon d'abord élargie, en termes peut-être géopolitiques, puisqu'après nous allons aller un petit peu plus dans des aspects plus spécifiques. Donc, quel est le constat? 60 années d'indépendance, 10 années de pratique côté think tank sur ces pays africains aujourd'hui dans leur situation globale. Oui, alors vaste question bien sûr, qui ramène aussi à un élément, je pense, particulier de Wati que j'ai peut-être pas suffisamment souligné, c'est justement le refus d'une certaine manière de penser les questions de manière séparée. Le fait de considérer que nous sommes un think tank généraliste et une plateforme de réflexion sur les enjeux cruciaux, on voit bien que ça ouvre sur l'économie, ça ouvre sur le politique, ça ouvre Oui, sur la sécurité, ça ouvre sur l'éducation, sur tous les domaines en réalité, tout qui à sont fait. complémentaires. Parce qu'en fait, ils sont complémentaires pour les pays, mais ils sont complémentaires pour nos vies. Nos vies ne sont pas uniquement déterminées par ce qui se passe dans un domaine particulier. C'est l'ensemble de ces composantes, en fait, qui est essentiel. Et donc, la question sur un peu l'état du continent, des pays du continent, 60 ans après les indépendances de la majorité des pays du continent, et je vais répondre d'abord, disons, au niveau du continent et pas simplement de l'Afrique de l'Ouest. Oui, Euh, je dirais peut-être la première chose que je dirais, c'est que lorsqu'on se pose cette question, évidemment, on a tendance à voir, disons, ce qui est sous nos yeux et ce qui est récent. oui, Et on n'a peut-être pas la perception de la longue durée et de la très longue durée. Ce que je veux dire, c'est que le seul fait d'être indépendant sur le plan politique a des implications concrètes pour les individus. Et donc, le fait de ne pas oublier que nos parents et nos grands-parents, c'est sûr, mais même nos parents ont pour la plupart vécu une partie de leur vie en étant encore dans des pays sous domination étrangère, coloniale. exactement. Et donc avec une privation de liberté, même si à nouveau il s'agit simplement de liberté politique, il y a quand même la conscience de ne pas avoir la capacité collectivement de faire ses propres choix d'institutions politiques, etc. Et donc, je pense qu'il ne faut pas que nous perdions de vue, y compris les plus jeunes parmi nous, que nous perdions de vue tout de même que il y a un siècle au moins, on était dans des situations très différentes et dans certains pays avec de la violence encore coloniale directe, avec des atrocités. On pense à l'actuelle République démocratique du Congo, des conflits, des guerres euh, qui ont eu lieu, y compris à Madagascar, où il y a eu de la répression meurtrière. Donc, n'oublions pas cela, ça me semble être important. C'est important. C'est important Et d'avoir voilà, ce recul, complètement. exactement. Donc, c'est un peu le premier élément. Donc, nous sommes dans une phase depuis une soixantaine d'années de construction politique, de construction institutionnelle, de construction économique, de construction finalement dans tous les domaines, Oui, dans des territoires qui, pour la plupart, ont été reconfigurés
par l'expérience coloniale. Donc, n'oublions pas aussi, et c'est peut-être le deuxième point, en jugeant l'action, les choix des premiers dirigeants des pays africains, aujourd'hui, on a tendance à être extrêmement dur sur les erreurs qui ont été faites, sur la plupart de ces dirigeants, en oubliant que ce n'était pas aussi simple que ça et que c'était même très compliqué, hein. Il faut se mettre à leur place en héritant d'un État indépendant dans des frontières voilà, qui ont été dessinées par d'autres et en héritant d'institutions, de pratiques également qui étaient des pratiques coloniales, et, y compris par exemple en héritant d'une armée ou un peu d'un embryon d'armée hérité des armées coloniales, Oui. avec des gens qui n'ont pas nécessairement été choisis par les nouveaux dirigeants civils, etc. Donc de toute façon, il y avait énormément de difficultés nécessairement à la naissance de ces États indépendants. Et je pense que beaucoup de dirigeants ont fait des choix qui ne sont pas nécessairement, euh, ils ont mu par une volonté de ne pas améliorer la situation de leur pays. Beaucoup se sont trompés, sans doute de bonne foi, par des choix politiques, par des choix économiques. Et beaucoup ont été sous des contraintes extrêmement fortes. Et simplement n'ont pas pu se délier de ces contraintes-là. Ça me semble être aussi important aujourd'hui parce que dans toute la discussion sur les néocolonialismes, sur l'impérialisme, sur le besoin de souveraineté, je pense qu'il faut beaucoup plus de nuances et à nouveau une conscience aussi de la difficulté que nous avons connue, que nous connaissons encore dans les pays africains. Mm. Et il suffit de regarder aussi les autres parties du monde. Je pense qu'il faut sortir du tête-à-tête Afrique et Europe et anciennes puissances coloniales pour voir qu'il y a eu aussi de la colonisation sur d'autres continents et que cette difficulté de construction d'un État, d'une société qui se retrouve dans les institutions, on l'a retrouvée absolument sur tous les autres continents. C'est le deuxième point. Et peut-être le troisième, cette fois-ci, pour répondre par rapport à la situation actuelle et aux évolutions plus récentes, je dirais que euh, on est dans une situation qui reste difficile principalement parce qu'on n'a pas suffisamment consolidé nos institutions, je dirais les piliers. Pour moi, il y a des piliers. Les piliers, ce sont les institutions politiques, c'est-à-dire il faut choisir des modèles politiques et il faut les consolider, il faut les Mm. stabiliser. On voit bien aujourd'hui qu'en fait, ces institutions politiques ne sont pas stabilisées. Tout à Le fait. modèle même n'est pas stabilisé. Il y a beaucoup de C'est ce questionnements que sur la j'allais dire. démocratie, D'abord, etc. le Donc, modèle. Oui. voilà, le modèle n'est pas stabilisé et ce n'est pas surprenant. À nouveau, ça s'est passé comme ça partout, y compris aujourd'hui dans des pays qui ont stabilisé leur modèle politique, même Mm. si elle n'est jamais acquise, même ces pays-là, après 2 ou 3 siècles de construction politique, à un moment donné, il peut y avoir des remises en cause très profondes. Mais quand même, lorsqu'on regarde voilà, des pays européens ou les États-Unis et d'autres, il y a une longue histoire de construction politique avec souvent des conflits, y compris violents, des guerres euh, qui ont eu lieu dans cette trajectoire historique. Donc, je crois que nous sommes encore dans cette trajectoire de construction et ça va évidemment avec des progrès, avec des reculs, avec parfois des reculs brutaux avec des doutes sur les modèles et on en est encore là dans la plupart des pays du continent. Et on le voit aujourd'hui en Afrique de l'Ouest avec les coups d'État notamment et avec des doutes, y compris au sein de la population, sur le choix de modèles démocratiques, par exemple. Mm. Donc on est dans une forme de tâtonnement encore sur le type d'institution que nous voulons et le type d'institution que nous voulons doit dépendre aussi du type de société que nous voulons, des valeurs que nous voulons incarner. Oui. Je crois que Oui. ça veut dire qu'on a encore beaucoup de travail et que les think tanks, justement, ont du travail pour qu'on avance dans cette réflexion. Complètement. Et, et le dernier élément, parce qu'évidemment, il y en a, cette seule question pourrait occuper toute notre discussion, mais elle est importante. Je dirais le dernier élément, c'est que sur le plan économique, social, sur le plan du bien-être des populations,
qui implique quand même un bien-être matériel. C'est important que les gens puissent avoir des revenus, puissent se soigner, puissent aller à l'école, mettre leurs enfants à l'école, puissent se nourrir, évidemment. Tout cela est absolument important. C'est des besoins un peu fondamentaux. Et évidemment, on se rend compte là aussi que dans la plupart des pays du continent, on a encore une trop grande partie de la population qui n'arrive pas à faire face à ces besoins qui sont fondamentaux. Et c'est peut-être ça le plus grand échec finalement aussi des dernières décennies dans la plupart des pays africains. Ouais, Mais je ne peux pas conclure sans souligner que on oublie souvent de constater que lorsqu'on regarde les indicateurs, par exemple, de développement humain aujourd'hui, vous n'allez pas avoir tous les pays africains au même niveau. Vous allez avoir des différences significatives d'un pays à l'autre, même parfois au sein d'une même région du continent. Et ce que cela veut dire, ça veut dire que, il y a une marge de manœuvre. Ça veut dire que malgré les difficultés héritées de la colonisation, malgré les défis politiques extrêmement importants, il y a des pays qui ont fait mieux que d'autres. Il y a des pays où les populations ont vu leurs conditions de vie s'améliorer au fil des décennies. Il ouais, n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et à nouveau, ça veut dire que on ne peut pas simplement se limiter à accuser, disons, la colonisation, le passé historique. On ne peut pas se ouais, limiter non plus aujourd'hui à simplement pointer les facteurs extérieurs qui sont réels, qui sont des facteurs importants, parfois de déstabilisation. Mais évidemment, il y a des marges de manœuvre, même dans des conditions où on a des limites à sa souveraineté. Des limites dans ce qu'on peut faire, il y a des marges énormes d'amélioration du bien-être collectif dans tous les pays du continent. ouais. Merci beaucoup, Gilles, pour cette introduction nécessaire, comme tu dis, nécessaire parce que nous sommes tous pris dans l'impatience. Nous sommes tous pris dans l'urgence quand effectivement, notamment en tant qu'Africains, on commence à aller dans les aspects, par exemple, tu citais tout à l'heure, de bien-être des populations. Et je pense que c'est là où la résultante est le plus dur finalement et le constat est le plus difficile, d'autant plus quand, en tant que pays africain, il y a ce type de classement globaux où des pays africains forcément sont classés par rapport à des pays avec une histoire beaucoup plus longue, comme tu dis, avec des soubresauts et des constructions beaucoup plus longues, alors que finalement, du côté de l'Afrique, certes, on a une histoire longue aussi, mais si on considère l'histoire post-colonisation et donc post-indépendance, nous sommes en construction, comme tu disais tout à l'heure, et donc dans des phases finalement très jeunes euh, en termes de recherche de modèles et de société que l'on veut construire. Donc, c'est nécessaire de resituer effectivement notre histoire enfin, la situation d'aujourd'hui dans ce temps-là. Et il est vrai que des fois on l'oublie, on l'oublie parce que encore une fois nous sommes impatients d'avancer et de faire avancer les choses. Euh, donc, si on aborde plutôt l'aspect économique, Gilles, euh, l'aspect d'abord économique qui est un des moteurs qui peut justement contribuer à créer de la richesse et donc à apporter potentiellement du bien-être sous différentes formes à la population, avec évidemment l'appui des institutions et des piliers dont tu parlais, mais on va en reparler. Mais si on aborde d'abord la partie économique, comment tu vois les choses aujourd'hui, justement en termes de construction euh, et aussi parallèlement par rapport à peut-être ce qui marche déjà et ce qui est plutôt à faire évoluer. Mhm. Oui, je crois que la question économique, là aussi, ramène tout de suite à la trajectoire historique et au besoin, là encore, de ne pas être simplement dans une analyse de court terme.
Je crois qu'il y a aujourd'hui effectivement beaucoup d'impatience et c'est tout à fait légitime, notamment de la part des jeunes dans beaucoup de pays africains, de Madagascar au Sénégal, en passant par le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et quasiment tous les autres, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'accompagnement dans une trajectoire de création d'entreprises ou d'opportunités économiques parce qu'il n'y a pas suffisamment ils ne reçoivent pas des signaux que leurs propres dirigeants croient en eux, croient en leur potentiel, Mm. croient qu'ils sont capables, les jeunes Africains, de faire autant que tous les autres jeunes sur tous les autres continents. Et donc, il y a cette impatience et il y a même cette frustration et il y a une colère aujourd'hui D'accord. légitime de la part des jeunes et cela se voit, euh, cela s'entend et on est dans un moment où il y a des contestations au Kenya, au Nigeria, dans beaucoup de pays et dans certains pays, ça prend des formes différentes, même d'engagement des jeunes dans des groupes armés, par exemple. Ouais, ouais. Donc, c'est un élément très important, évidemment, sans mentionner les drames migratoires. On perd des milliers de jeunes Africains tous les ans, Africaines et Africains, tous les ans, dans la Méditerranée, dans le désert, etc. Donc, tout ça signale effectivement un niveau de frustration économique et sociale qui est très élevé. Et je pense que ce qu'on oublie, de mon point de vue, c'est que cette situation économique et sociale aujourd'hui n'est pas le résultat des 2, 3, 4 ou 5 dernières années dans aucun des pays concernés. C'est le résultat de ce qu'on a fait et de ce qu'on n'a pas fait pendant justement plusieurs décennies. Lorsque vous prenez, on cite beaucoup la Chine, mais il y a aussi d'autres pays d'Asie moins importants et quelques d'Amérique latine. C'est en plusieurs sur 3, 4, 5 décennies Bien sûr. qu'on change réellement la proportion d'une population qui vit dans la grande pauvreté dans un pays. Ce que la Ouais. Chine a fait en sortant des millions de personnes compte tenu de sa démographie de la pauvreté, ben, elle l'a pas fait en 5 ans, elle l'a fait sur 30 ans. Mais à partir de décisions claires à un moment donné, de choix très importants, stratégiques sur l'éducation de base, le fait de dire on a besoin d'une population qui soit formée, qui soit alphabétisée. Pas nécessairement, à nouveau, ça ne veut pas dire tout le monde au niveau universitaire, ça veut dire on a besoin d'une population qui puisse avoir les clés pour pouvoir en fait produire Ouais. et pouvoir donc s'enrichir à partir de son travail. Ouais. Donc, il y a des choix qui ont été faits dans ces pays qu'on peut identifier très clairement lorsqu'on les étudie. Des choix sur le plan des infrastructures, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, il faut des infrastructures Bien sûr. physiques également, notamment l'énergie qui est absolument déterminante pour toute économie. Ouais. Sans énergie, vous ne transformez rien du tout. Ouais. Or, en fait, ce qu'on oublie de manière, ce qui est très simple, en fait, l'économie, même lorsqu'on l'enseigne à l'université, parfois on oublie de dire des choses de base, de mon point de vue, c'est que l'économie, c'est de la transformation de la nature. Tout ce Exactement. qu'on tout ce qu'on a est issu de la nature qu'on transforme. Et on Ok. la transforme notamment avec de l'énergie. Et donc, si vous avez des ressources naturelles, vous avez des terres, vous avez du diamant, vous avez du pétrole, etc. Si vous n'avez pas la capacité de la transformer en ayant aussi de l'énergie et la technologie qui va vous permettre justement d'avoir ce processus de transformation d'une matière première en un produit fini, utile pour votre bien-être matériel. Si vous n'avez pas ça, évidemment, vous avez beau être riche, comme on le dit souvent de notre continent, mais en fait, vous ne bougez pas, vous n'améliorez pas les conditions de Et vie ça, de c'est votre un vrai population. point. Ça, c'est un vrai Donc, point. le point clé, c'est cela, absolument, tout à C'est-à-dire fait. que, effectivement, le leitmotiv qu'on entend très fréquemment, c'est mais comment se fait-il que des pays aussi riches en termes de minerais, en termes de ressources, etc., soient aussi pauvres? Et donc, là, tu pointes vraiment le problème africain, l'un des principaux problèmes africains. C'est-à-dire que aujourd'hui, cette transformation, elle n'est pas faite sur le continent
parce que c'est les ressources qui sont directement exportées finalement, et cette transformation n'est pas effectuée sur le continent parce que, point d'interrogation, énergie, c'est c'est là finalement où on a un gap, apparemment. Oui, c'est vraiment un point essentiel parce qu'en fait, derrière cette question, ben, vont apparaître aussi des éléments géopolitiques dont il faut être conscient. C'est-à-dire que ben, l'expérience coloniale est très largement aussi a été guidée par ben, le fait de savoir qu'il y a des ressources Bien justement sûr. de grande valeur en Afrique, mais à nouveau, n'oublions pas qu'il y a aussi des ressources dans d'autres parties du monde et qu'on a eu aussi exactement le même type de trajectoire historique avec des acteurs ayant comme objectif ben, de s'accaparer de ces ressources et voilà, pour pouvoir les transformer, Oui, pour améliorer leur confort matériel. oui. Euh, donc, ne l'oublions pas. Et si on ne l'oublie pas, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas penser que après les indépendances notamment, ben, ceux qui avaient organisé une économie d'extraction des ressources pour approvisionner justement leurs économies, leurs appareils productifs, ben, tout d'un coup vont encourager les pays qui disposent de ces ressources à les transformer eux-mêmes et vont les aider à avoir ben, l'énergie, la technologie qui va leur permettre de produire Ça s'est pas passé localement. comme ça. Ça ne Ça s'est ne pas s'est pas passé passé. comme ça et ça ne se passe toujours pas comme ça. Exactement. Mais au lieu simplement disons, de le dénoncer, ben je pense qu'on devrait simplement se dire, oui, c'est comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne encore aujourd'hui. Euh, on est dans une situation où vous avez des pays des pays occidentaux notamment, qui ont démarré leur processus industriel depuis longtemps, et qui ont justement su, d'une certaine manière, avoir l'articulation entre les ressources naturelles qu'il faut, la technologie qu'il faut, l'énergie qui est aussi, hein, qui vient aussi des ressources naturelles, il ne faut pas l'oublier. Ils ont pu articuler tout ça avec leur projection, leur capacité de projection dans le monde, pour Oui, aller chercher justement ceux qui n'ont pas chez eux, pour avoir, disons, toute la chaîne, disons, à partir de exactement. la ressource naturelle jusqu'aux produits transformés, aujourd'hui, tous les équipements informatiques, etc. Donc, ils ont réussi cela, mais évidemment, ce n'est jamais un acquis s'ils se retrouvent dans une position où ils n'ont plus accès, où ils ont accès à des coûts très élevés à ces ressources. Oui, Donc, de toute façon, ben, pour le maintien simplement de confort matériel des populations de ces pays, bah, évidemment, les États, mais aussi toutes les entreprises qui sont dans ces domaines vont continuer à chercher à maximiser leur profit, à continuer à avoir accès à la ressource et au coût le plus intéressant. Donc, il ne faut pas compter sur eux pour aider nécessairement complètement. massivement à une transformation des ressources naturelles sur le continent africain. C'est aux pays africains, c'est aux dirigeants, c'est à l'ensemble des sociétés africaines bah, bah, d'être conscient de ces contraintes et à l'intérieur de ces contraintes, d'être capable de commencer petit à petit, disons, à transformer une partie de ces ressources. Et je dois dire que il me semble important de souligner qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans le débat qui a 20, 30 ans. Aujourd'hui, dans tous les discours quasiment des dirigeants, et pas seulement en Afrique, vous avez voilà, cette volonté, en tout cas affichée, de transformation des ressources naturelles, d'industrialisation, de transfert de technologie. Et Oui, vous avez, dans les faits, dans beaucoup de pays,
Bah, des progrès. Ils sont encore limités, mais vous avez la Côte d'Ivoire, ben, quand même, sur les 10 dernières années, vous allez voir une augmentation de la partie de la production de cacao qui est transformée sur place. Ça reste très petit par rapport à la capacité à ce qui est produit. C'est quand même premier producteur mondial depuis très longtemps. Mm. Donc, l'essentiel reste exporté pour être transformé en chocolat ailleurs, mais il y a des progrès. Et au Ghana, vous avez cette volonté de raffiner l'or. Aussi, au Nigeria, vous avez une nouvelle raffinerie immense portée par l'homme d'affaires le plus riche du Nigeria et peut-être du continent. Donc, Mm. il y a des choses qui se passent. Il y a du mouvement. Et c'est Oui, important aussi de le dire, de l'observer, bien mais c'est sûr. important de rappeler que ce ne sera pas facile parce qu'évidemment, cela ne va pas dans les intérêts de tout le monde. Et à nouveau, c'est normal d'une certaine manière. On est dans un monde où chacun défend ses intérêts, en tout cas ceux qui sont considérés Ouais. comme étant les plus vitaux. Et j'ai parlé des pays occidentaux, mais ce qui a changé aussi au cours des dernières décennies et qui rend, je dirais, le chantier encore plus compliqué, malheureusement, pour le continent, c'est que pendant que nous, on ne faisait pas les bons choix, pendant qu'on faisait des erreurs parfois, pendant aussi qu'on perdait beaucoup de temps dans des conflits politiques et parfois dans des guerres civiles et dans l'instabilité, bah, il n'y a pas simplement les pays les plus riches qui continuaient à progresser, mais il y a aussi beaucoup d'autres qui les ont rejoints dans leur Exactement. développement technologique, notamment les pays asiatiques, des pays en Amérique latine, des pays Tout à fait. comme la Turquie, etc. Et Tout à fait. donc, aujourd'hui, tous ces acteurs sont dans une compétition pour l'accès aux ressources, pour leur transformation, et tous ces acteurs vont continuer à se battre pour améliorer leur niveau de revenu par habitant. Et c'est là où j'imagine que l'un des gros axes de réflexion que vous avez chez Wati, euh, ces axes de réflexion sont d'autant plus importants parce que finalement, c'est encore plus complexe pour l'Afrique en tant quantité, et puis après sur la multiplicité des pays qu'il y a, d'aller avoir d'avoir les bons interlocuteurs, les bons créateurs de mécanismes et de nouveaux modèles de collaboration, de coopération, et aussi de ceux qui créent vraiment, effectivement, comme tu dis, qui créent finalement l'appareil productif pour aller transformer. Et tout ça prend du temps. Et pour créer des deux côtés, finalement, le côté mécanisme, processus, modèle et le côté productif. Mais c'est là où effectivement c'est nécessaire et indispensable pour pouvoir finalement arriver à avoir un dialogue, j'ai presque envie de dire, d'égal à égal, ou en tout cas un dialogue équilibré entre les entités parce qu'on a encore plus d'interlocuteurs à adresser finalement en tant qu'Africain. Oui, c'est exactement ça. C'est d'une grande complexité. C'est évident, justement, que lorsqu'on prend un peu le temps d'examiner, justement, je dirais, la réalité des intérêts, des espaces où des intérêts sont contradictoires, Ouais, des espaces où il y a aussi des intérêts communs, et c'est oui, important de le souligner. oui, L'économie, c'est ça. L'économie, ce n'est pas c'est pas forcément on prend quelque chose et l'autre perd. oui, Il est important, je pense, que nous comprenions et que les jeunes Africains en particulier aussi comprennent que c'est pas nécessairement, c'est pas une posture simplement voilà, de confrontation qui est forcément la posture la plus appropriée. oui, Il faut pas aussi qu'on ait la perception que, à nouveau, il n'y a pas d'espace où des intérêts peuvent converger à un tout à moment fait. donné. Euh, et là encore, je rappelle la trajectoire économique de la Chine, parce que ça a été un élément déterminant de l'évolution de l'économie mondiale. Vous avez un niveau de collaboration, un niveau d'investissement croisé sans précédent entre la Chine et les États-Unis, par Bien sûr, exemple, qui sont en même temps des rivaux des rivaux sur plein géopolitiques d'autres majeurs. sujets. Exactement, mais Exactement. jusqu'à aujourd'hui, vous avez un niveau de collaboration, d'imbrication de leurs investissements, de leurs intérêts économiques qui est extrêmement Tout à fait. élevé et d'ailleurs qui est peut-être aussi l'élément qui
permet d'éviter d'aller à une confrontation directe. Et Et c'est en d'éviter cela. une troisième guerre froide ou mondiale. Oui, tout à fait, tout à Ouais, fait, tout à ouais, fait. Et complètement. c'est un peu comme ça à l'échelle mondiale aujourd'hui. Les Mm. intérêts, on est à la fois de la compétition, mais on a aussi de l'imbrication entre les intérêts des uns et des autres. Ouais. Et du côté africain, vous avez dit parler d'égal à égal, oui. Mais c'est vrai que lorsque j'entends ça, je dis oui, il faut le revendiquer, c'est important. Mais il faut bien comprendre que les rapports de force sont extrêmement déséquilibrés. Extrêmement. Euh, donc oui, demandons des discussions d'égal à égal, mais lorsque vous êtes dans une négociation et vous avez d'un côté 10 avocats au niveau d'un pays pour une grande négociation sur, euh, Sur sur un contrat l'exploitation du minier. pétrole, un contrat Oui, minier exactement, et vous avez une multinationale qui a 100 avocats et 100 autres experts dans plein de domaines, oui, vous discutez d'égal à égal, mais en réalité, c'est pas tout à fait le cas. c'est pas tout à fait le cas. Les capacités ne sont pas les mêmes. On est d'accord. Donc il est important, là encore, on peut le dénoncer, on peut continuer à le faire, mais ça ne changera pas grand-chose, à mon Tout à avis, fait. à cette réalité des rapports de force. Donc ce qu'il faut, à mon avis, faire, c'est justement avoir la conscience la plus claire possible Oui. des rapports de force et savoir comment est-ce qu'on peut naviguer dans cet environnement pour avancer ses pions. Je donne souvent l'exemple de la République démocratique du Congo. Il y a tellement de ressources dans ce pays, des ressources euh, qui étaient déjà déterminantes pour l'économie, je dirais, du passé, pour l'économie jusque-là, mais pour l'économie, disons, du futur qui se dessine avec le cobalt, etc. Vous avez là encore toujours la République démocratique du Congo qui détient des réserves absolument immenses de ce type de minerais. Donc, de toute façon, en étant froidement réaliste, on ne laissera jamais ce pays tranquille. Les acteurs dominants de l'économie Tout à fait. mondiale ne peuvent pas se permettre de le laisser complètement tranquille. Complètement. Et donc, il faut en être conscient et se dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour que, certes, les grandes multinationales et les États également qui sont derrière vont continuer à avoir besoin de ces ressources, mais quand même, on va tout faire pour négocier Exactement. mieux et faire en sorte que les ressources, certes insuffisantes et peut-être injustement insuffisantes qui reviennent aux États, puissent quand même être investies de la manière la plus rationnelle possible pour améliorer les conditions de vie des populations Les congolaises. Je populations pense que c'est locales. ça l'enjeu. Et c'est la même Exactement. chose pour les autres pays africains. Exactement. Exactement. Merci Gilles, c'est important effectivement et ça l'est d'autant plus à notre époque et maintenant de resituer cette façon et cette manière de travailler, de collaborer et d'avancer ses pions avec cette réalité où effectivement nous n'avons pas les mêmes armes. Euh, et en même temps, désormais, on tient à être aussi à la même table finalement. Euh, Si on va plutôt, donc là on était, on va dire sur l'économie, mais tous les sujets sont interconnectés et sont reliés. Euh, pour faire en sorte justement qu'on soit mieux armé, l'un des aspects fondamentaux, l'un des autres piliers, c'est l'éducation. On a eu, je sais que c'est l'un des focus du côté de Wati. On a eu une conférence entière dessus chez Diapason et pareil. Je pense qu'on pourrait avoir un think tank que sur l'éducation Ouais. d'ailleurs. Euh, c'est, ce sont des constructions lentes aussi. Ça fait partie de ce temps long dont tu parles. On parle de construction de génération finalement, pour faire en sorte qu'il y ait un nombre à minima ou à maxima de personnes qui soient formées avec un certain niveau et à différents niveaux. Quel est, pareil, quel est le constat aujourd'hui? Quelles sont les grandes actions, les grands axes? Je sais qu'il y avait des initiatives que vous aviez commencé à lancer du côté de Wati, de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas inscrire un certain nombre de chantiers dans la Constitution, justement pour faire en sorte de construire dans ce temps long et de ne pas être dépendant de changements politiques
dû à toutes les crises auxquelles les pays africains font face. Donc, comment construire un modèle adapté, effectivement, à l'Afrique, à son histoire et à ce qu'elle affronte aujourd'hui au niveau de l'éducation? Oui, non, là encore, question absolument profonde, difficile. C'est clair, l'éducation pour nous est la priorité, parmi les priorités, parce elle est justement transversale. Je dis souvent que la réponse à chacun des défis auxquels les pays africains sont confrontés, il y a toujours un élément éducatif dans la réponse, que ce soit la réponse aux crises sécuritaires, la réponse aux crises politiques, la réponse donc à l'instabilité, la réponse aux problèmes économiques et à l'emploi des jeunes. Vous avez toujours, et même la réponse évidemment à- aux besoins d'une meilleure santé, vous allez avoir un aspect prévention, par exemple, Bien qui est sûr. déterminant et ça nous ramène là encore à l'éducation et à la possibilité concrète, par exemple, de mettre beaucoup plus de prévention, hygiène, etc., dans les curriculums. Donc, vous avez toujours vraiment une partie qui relève de l'éducation dans son sens le plus large, je pense, à la réponse aux défis auxquels nous sommes confrontés. Mais vous l'avez dit aussi, il y a une dimension temps long, explicite. Lorsqu'on travaille sur l'éducation, évidemment, on est en train de travailler sur un domaine où généralement les résultats, vous n'allez les observer qu'après un décalage assez important. Même si, là encore, euh, on peut à la fois avoir travaillé sur les systèmes éducatifs formels tels qu'on les connaît, hein, avec donc justement tout ce qu'on va faire du pré-primaire, primaire, secondaire, université, etc. Mais on peut aussi inclure, bien sûr, la formation et des possibilités aussi de transmettre des savoirs et des savoir-faire fondamentaux beaucoup plus rapidement, y Oui, compris, par exemple, à des populations adultes. Et là encore, hein, ça me fait penser à ce que la Chine avait fait. Il y a eu une vaste réforme sur l'éducation, mais c'était à la fois l'éducation, disons, à tous les niveaux oui, qu'on peut retrouver dans tous les systèmes classique. éducatifs, Oui, mais c'est aussi vraiment l'alphabétisation des adultes. Et, euh, et avec des possibilités vraiment d'avoir des personnes de tous âges qui peuvent aller le soir se former sur un certain nombre de formations. Donc, vous pouvez structurer votre système éducatif pour réellement prendre en charge une partie beaucoup plus vaste de la population oui, que, disons, les populations, les enfants qui sont scolarisés. Et moi, je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir une réflexion de ce type-là sur l'éducation, qu'on ne la limite pas simplement à tout à comment est-ce fait. qu'on fait voilà, pour augmenter les taux d'inscription primaire, secondaire, universitaire, et pour améliorer la qualité des apprentissages. Oui, Et ce que nous promouvons à Wati, c'est vraiment ça. C'est pas nécessairement nous apporter des solutions, mais c'est à nouveau créer un cadre qui permette de débattre de ce type de sujet avec un niveau de précision, de détail un peu plus important que les discussions extrêmement générales qu'on a oui, généralement sur ces questions. oui, Lorsqu'on parle d'éducation, qu'on puisse décomposer la question dans dans ces différentes composantes et avoir une discussion, par exemple, sur le pré-primaire, parce que c'est par exemple très important, on en parle très peu, mais on sait aujourd'hui, et la science le montre, que entre 0 et 3 ans, il se passe énormément de choses et que, en fait, un certain nombre d'éléments qu'on ne met pas en place très tôt, avant même justement l'âge d'aller à l'école primaire, en réalité, ils sont très difficiles à rattraper ou quasiment certains ne sont plus oui, rattrapables. oui, Et ça, on a très peu de discussions sur comment est-ce qu'on fait aujourd'hui dans nos pays pour qu'effectivement, on ait de l'information à la disposition des parents pour qu'ils sachent qu'en réalité, ce qu'ils vont faire pour ces enfants très, très tôt va être déterminant pour leur capacité d'apprentissage après. Donc, c'est vraiment juste un exemple, mais on peut avoir vraiment des discussions sur tous ces aspects et des discussions aussi sur comment est-ce qu'on finance, parce qu'évidemment, il ne faut jamais perdre de vue que tout ça aussi on doit avoir des ressources pour pouvoir bien sûr. financer un système éducatif de qualité.
Et ce que je disais, c'est que voilà, nous n'avons pas nécessairement des réponses, nous ne sommes pas des experts de l'éducation, mais nous allons et nous créons le cadre pour des discussions, voilà, avec des enseignants, avec des gens des experts de l'éducation, mais aussi avec des entrepreneurs, avec des gens de la société, parce que nous pensons que c'est aussi un des sujets sur lesquels on a besoin de l'intelligence collective. On n'a pas seulement besoin d'experts de l'éducation, on a besoin de gens qui vont nous permettre voilà, d'avoir une vision très pragmatique des choses. Et on a besoin Créative. aussi de gens qui vont exactement, qui vont être capables aussi de nous dire, ben voilà un peu les évolutions Hmm. au cours des prochaines années, des prochaines décennies. Il faut aussi les anticiper. Donc, on a besoin aussi des scientifiques. On a besoin vraiment de réfléchir de manière très ouverte à nos systèmes éducatifs. Euh, un point quand même sur ce que tu as souligné, effectivement, dans notre premier document sur l'éducation, il y a quelques années déjà, parmi nos pistes d'action, on avait effectivement dit qu'il fallait, d'une certaine manière, avoir sur le plan institutionnel, s'assurer de ne pas changer d'option tous les ans ou tous les 2 ans lorsqu'on a un changement, par exemple, de Oui, ministre au niveau de l'éducation nationale. oui, Et effectivement, en proposant qu'on ait dans nos constitutions, ben, voilà, une institution qui est dédiée à l'éducation, mais là encore avec cette vision très, très large oui. de l'éducation pour assurer justement que des options fondamentales sont prises et qu'elles ne sont pas soumises, disons, aux aléas Aux politiques. aléas. Exactement. Et je crois toujours à la nécessité de ce type d'institution parce que je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'on a des débats à chaque fois qu'il y a une nouvelle constitution sur la durée du mandat, l'organisation des élections, mais on estime que une question comme des choix qui sont absolument stratégiques pour l'avenir des populations et des pays ne fasse pas l'objet de propositions plus créatives. Exactement. C'est passionnant ce que tu racontes parce que je pense que c'est assez idéal presque ce que tu dis sur la façon d'allier finalement différents types d'approches, que ce soit les approches scientifiques, les approches des experts de l'éducation, mais aussi des scientifiques sur comment sera le monde de demain, justement avec tous les nouveaux métiers qui sont en train les anciens métiers qui disparaissent, les nouveaux métiers Mhm, qui apparaissent, etc. Encore une fois, l'Afrique, dans sa spécificité, comment elle peut naviguer mhm, et qu'est-ce qu'elle peut apporter comme peut-être aussi comme différenciation de ce point de vue-là et l'importance de ce temps long où il faut effectivement vraiment inscrire l'éducation comme un no-brainer, comme diraient les anglo-saxons, sur le sujet du développement en soi de l'Afrique. Le temps passe très, 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 très vite. Euh, je voulais passer un petit peu sur ce sujet, pareil, qui est passionnant, sur, euh, sur la souveraineté, sur la construction d'une nation. Ça rejoint un peu ce qu'on se disait au tout début, Gilles, sur le fait que chacun de ces pays, ces régions avaient déjà leurs histoires depuis des siècles et où il y a eu ce morceau, ce pan d'histoire avec la colonisation et où il y a une sorte de construction ou reconstruction qui est en cours et reconstruction d'une nation, d'un pays, mais aussi des institutions de la gouvernance. Impératif, capital, important, indispensable pour finalement orchestrer tout ce dont on a parlé mhm. précédemment. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on progresse? Est-ce qu'on est au point mort? On est en construction, mais Mhm. vers où on va? Quelle est un peu votre vision là ces 10 dernières années sur ce sujet de la gouvernance et des institutions? Parce que c'est aussi là où on est en train de tâtonner, puisque avec toutes les crises, les coups d'État qu'il y a en Afrique, c'est qu'on est Mhm. vraiment en train de tâtonner. Oui, on est en train de tâtonner, c'est très clair et on est dans un moment, je pense, de... Alors,
Moi, je suis particulièrement dans un moment d'inquiétude, je dois dire, précisément par rapport au développement politique récent, Oui. notamment en Afrique de l'Ouest. Mais lorsque je regarde en réalité toutes les régions du continent, euh, j'ai tendance à être peut-être encore plus inquiet, parce qu'en réalité, euh, en Afrique de l'Ouest, il y a eu des coups d'État. La plupart de ces coups d'État se sont inscrits dans un contexte d'instabilité, d'insécurité grave, de conflits, avec des groupes armés utilisant notamment le terrorisme comme mode d'action, mais pas seulement. Mm. L'insécurité va au-delà de l'activité des groupes armés terroristes, c'est important de le souligner. Mm. Euh, et donc, vous avez des pays où vous avez cette superposition de crise sécuritaire, de crise politique et évidemment de crise économique et sociale, parce que lorsque vous avez à la fois de l'insécurité et de l'instabilité politique, c'est extrêmement difficile d'avoir du progrès économique et social. Bon. Bien sûr. Euh, et ça concerne quand même aujourd'hui voilà, plusieurs pays en Plusieurs Afrique de pays, l'Ouest et vous avez les pays immédiatement voisins qui sont exposés directement aussi forcément. à cette instabilité, à cette insécurité. Ouais. Et vous avez ajouté à cela ben, une tendance justement à la fragmentation régionale, y compris sur le plan, disons, de choix importants de modèles politiques Oui. et aussi d'alliances extérieures. Puisqu'effectivement, ben, voilà, dans la région en Afrique de l'Ouest, vous avez des régimes militaires en ce moment et vous avez aussi une remise en cause parfois très claire du modèle démocratique. Bon. Et une incertitude surtout majeure sur les prochaines années. On ne sait pas où on va dans beaucoup de pays, notamment dans ces pays concernés par des coups d'État et par des transitions Ouais. militaires à durée indéterminée. Ouais. Ouais. Mais au-delà de ça, vous avez dans d'autres pays qui ne sont pas en insécurité, vous avez aussi des indicateurs qui montrent euh, encore un soutien très clair, très majoritaire pour la démocratie de manière générale, mais vous avez une baisse de ce soutien au cours des dernières années. Et ça, l'Institut Afrobaromètre, que j'aime beaucoup pour la qualité de leurs enquêtes d'opinion, le montre très clairement. Je l'ai vu Euh, là très récemment, là, oui. Tout à fait. Mm. Et je pense que ce sont des tendances qui sont très importantes à lire, Mm. à décrypter, justement pour saisir, là encore, la frustration que je mentionnais tout à l'heure des jeunes par rapport à la situation économique et sociale, mais aussi par rapport à la gouvernance et à Oui. la manière dont ils sont gouvernés, à ce qu'ils perçoivent comme étant, disons, les choix et les valeurs de celles et de ceux qui les dirige. Et il y a un Euh, amalgame, là. Il y a un amalgame. exactement. Il y a énormément d'amalgame et beaucoup de confusion. Ah, Et justement, je pense que notre rôle et le rôle des think tanks, c'est aussi bah, justement d'essayer euh, en tout cas de réduire les amalgames et la confusion qui aujourd'hui, disons, peut prospérer très facilement tout à fait. à travers notamment la désinformation. C'est-à-dire, vous avez de la confusion et vous avez ceux qui exploitent la confusion de manière délibérée pour leurs intérêts. Donc, ça fait effectivement, disons, une tendance qui est assez inquiétante. Oui. Donc, moi, ce que je voudrais dire, ce qui me semble être important, pour répondre à la question de où est-ce qu'on en est et surtout où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on devrait aller, de mon point de vue, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux, c'est vraiment euh, le, la clarté sur ce qu'on veut comme société. Est-ce qu'on veut des sociétés, des pays africains où ceux qui gouvernent à un moment donné sont issus du choix de ceux qui sont gouvernés, des populations, et avec l'idée qu'ils viennent au pouvoir pour servir l'intérêt de ces populations et qui n'ont pas vocation à y rester éternellement. Euh, et, et je dis bien, enfin, je ne parle pas d'élection, je dis juste J'entends. le Oui. principe d'un lien entre ceux qui gouvernent, ceux qui font des choix
qui sont quand même importants, des choix d'orientation, notamment des ressources vers tel ou tel secteur. Donc, c'est quand même les gouvernants qui font des choix, les gouvernants et les élus qui font des choix qui vont impacter le quotidien des populations. Ouais. Donc, est-ce qu'on estime qu'il y a du sens à vouloir que ces gouvernants soient issus d'une manière ou d'une autre du choix des populations Hmm. et qu'ils soient au service de ces populations? Euh, je pense que c'est une première question. Il faut qu'on y réponde de manière claire et une fois qu'on est d'accord là-dessus, il faut qu'on soit d'accord là-dessus d'une certaine manière et je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord là-dessus. Euh, mais il faut accepter peut-être de mettre en débat cette question-là Exactement. pour sortir d'un débat un peu qui peut paraître comme étant théorique, élitiste sur la démocratie, sur les élections. Le principe fondamental, c'est celui-là. Donc, on doit vraiment dire, voilà, est-ce qu'à Madagascar, est-ce qu'au Bénin, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on veut un modèle où on a à nouveau, disons, un lien entre ceux qui gouvernent à un moment donné et l'ensemble des populations. Une fois qu'on a traité cette question, la deuxième étape, si on choisit effectivement, disons, un modèle, je dirais, démocratique, parce qu'au fond, l'essence de la démocratie, c'est justement ça, Oui, c'est simplement qu'il y ait voilà, ce pouvoir qui est mis au service des populations et qui dépend des populations. Après, le choix des modalités pour que ce principe soit opératoire, c'est une autre question. c'est une Donc, autre. les élections ont été Exactement. choisies voilà, comme étant la modalité, notamment permettant de choisir Oui, et à un moment donné, ben, de remplacer des dirigeants. Mais on peut imaginer d'autres. On peut imaginer. d'autres Il faut pas se. modalités. Voilà, faut pas s'interdire la réflexion sur ça. Oui, Euh, et ça peut amener à une amélioration des processus électoraux. On peut quand même continuer à estimer que l'élection, c'est peut-être la moins mauvaise option pour pouvoir choisir des dirigeants, hmm. mais on peut aussi, en regardant aussi la réalité de comment est-ce qu'on gagne une élection dans la réalité aujourd'hui, on peut se dire, en fait, si on ne travaille pas sur beaucoup d'autres aspects, le financement, l'intégrité des acteurs, l'accès à l'information, on peut se dire finalement, La résultante des élections, à cause de tous ces facteurs autres, mhm, font que, exactement. ouais, Font que finalement, on peut se retrouver effectivement avec des dirigeants issus des élections, mais en fait qui ne sont programmés d'une certaine manière pour agir ensuite contre l'intérêt exactement, général. exactement. Et donc, de mon point de vue, une grande partie de la réflexion sur nos modèles politiques, elle doit porter sur le type d'institutions politiques qu'on doit mettre en place pour avoir, disons, entretenir le principe démocratique tout en créant les conditions pour une meilleure efficacité de nos États dans la délivrance de ce qui est attendu par les populations. L'amélioration de leur bien-être économique, de leur Ouais, sécurité, etc. Je crois ouais. qu'on doit avoir systématiquement ces deux objectifs Hmm. en tête. Et, et, et ça veut dire aussi, et je le dis aussi souvent, lorsqu'on est en sécurité ou on se sent en sécurité dans un pays européen ou au Canada, c'est pas simplement parce que ce sont des démocraties. Bien sûr. C'est aussi parce que ce sont des démocraties, Oui, mais il y a aussi un État. Il y a une construction étatique exactement. avec des ressources humaines, avec du travail, avec beaucoup d'autres C'est institutions un qui vont ensemble. s'assurer effectivement de l'efficacité de l'État. Et Ouais. donc, il est vraiment important de mon point de vue qu'on travaille vraiment sur le chantier de la construction démocratique, mais aussi sur le chantier de la construction d'États qui soient efficaces et qui soient au service des populations. C'est très intéressant, Gilles. Je trouve que la façon la façon dont tu formules les choix initiaux qu'il faut que l'Afrique fasse est capitale. Pourquoi? Parce que peut-être que ces dernières années, on a été, comme tu dis, peut-être un peu trop focalisé sur les processus électoraux, peut-être trop focalisé sur la forme que prendrait le gouvernement ou est-ce qu'on est sur du bicamérisme ou pas, enfin voilà. Alors que le principe même ou le mode même de choix que l'on a à faire n'était pas défini. Mhm.
Donc, on revient sur le sujet de nous sommes en phase de construction sempiternellement. Et encore une fois, on revient sur l'impatience, mais merci en tous les cas de le formuler de cette façon parce que je crois que nous avons tous besoin de l'entendre euh, en tant que citoyen, finalement, pour pouvoir aussi y réfléchir et faire en sorte que les différents acteurs, partis politiques, société civile, think tank, le monde des affaires, etc., participent à faire éclore ce que on souhaite comme société et comme mode de gouvernance de cette société. Mhm. Euh, on pourrait aller encore plus loin, mais on en fera d'autres, hein, Gilles. Pas dans 10 ans, mais quelques questions un petit peu du rituel de diapason. Euh, on n'a pas eu l'occasion avec toi de revenir sur un petit peu qu'est-ce qui a fait que tu fasses des études d'économie et autres. Mais si tu avais un ouvrage, j'en sais rien, une citation, un auteur, un film phare que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui, ce serait quoi? C'est, oui, ce sont les questions un peu du rituel, ce sont en fait les plus difficiles. C'est des questions que j'aime pas beaucoup parce qu'elles sont pas aussi évidentes. Alors c'est bien, le champ est assez ouvert. C'est vrai que, comme beaucoup, je pense, j'achète pas mal de livres, mais je lis très peu, malheureusement, et donc c'est pas du tout, c'est pas le bon encouragement, notamment parce que je pense que c'est extrêmement important d'encourager, bien sûr, la lecture. Mais je vais quand même citer Wole Soyinka, donc comme auteur, auteur nigérian, Oui, prix Nobel d'ailleurs de oui, littérature. oui. Alors son dernier ouvrage, Chronique du pays des gens les plus heureux du monde, que je lis en ce moment. Euh, mais surtout, ces mémoires en plusieurs tomes, et notamment, j'avais lu Il te faut partir à l'aube, c'est la traduction française, hein. C'est un auteur qui est nigérien et qui écrit en anglais, qui est un poète, qui a une écriture absolument formidable, alors parfois un peu difficile, mais justement, c'est pour ça que je préfère ces mémoires qui sont plus accessibles. Ok. Et j'aime beaucoup cela parce que c'est un livre qui m'a permis de découvrir le Nigeria, disons, qui est un pays fascinant. Et je le trouve fascinant parce que au fond, on retrouve au Nigeria quasiment toutes les difficultés qu'on peut avoir dans les pays africains, mais aussi l'énorme potentiel qu'on peut avoir dans tous les pays africains, au niveau Hmm, des personnes, au niveau de la culture, au niveau de la diversité justement culturelle, au niveau de la créativité. Euh, hmm. et je pense qu'on retrouve tout ça au Nigeria. Et d'un point de vue tout à fait aussi concret, c'est la puissance démographique du continent et c'est déjà une puissance démographique au niveau mondial et ça va l'être Oh, encore plus dans 20-30 ans. Euh, ouais. donc, ce qui va se passer au Nigeria va être déterminant en réalité pour l'ensemble du continent africain, comme vont l'être les évolutions de la République démocratique du Congo et de deux ou trois autres pays qui Bien sont parmi les plus peuplés. C'est un élément simple, mais qu'on néglige souvent la démographie, c'est absolument déterminant aussi pour l'avenir de notre continent. Donc voilà, un ouvrage sur le Nigeria, je trouve toujours cela intéressant aussi de ce point de vue-là, parce que ça permet de saisir la grande complexité de nos sociétés et à nouveau l'énorme potentiel qu'on ne fait pas éclore souvent précisément à cause de très mauvais choix sur le plan politique et je dois le dire aussi, de cette grande difficulté à mettre l'intérêt général aujourd'hui comme n'étant pas contradictoire avec la poursuite des intérêts personnels. On n'en a pas parlé, mais la corruption dans toutes ses formes, sûr. c'est une réalité Oui, qui est aussi un des obstacles les plus importants à l'amélioration du bien-être collectif dans tous nos pays l'un des sur le plus continent. importants. L'un des plus importants, on aura l'occasion d'y revenir parce que elle se fait à des échelles astronomiques et donc Absolument, c'est aussi absolument.
c'est aussi, ça contribue aussi à cet amalgame dont on parlait il y a quelques minutes, hein, sur Tout à fait. les effets de ce qu'on appelle, enfin, d'une démocratie, Exactement. mais qui est qualifiée comme une démocratie. Euh, merci, je vais découvrir, je connaissais de nom et en tant que Nigérian et parce qu'il est prix Nobel, mais je ne l'ai jamais lu, donc je vais m'y C'est atteler. aussi, oui, c'est aussi l'histoire d'un engagement, c'est aussi une histoire personnelle, sa trajectoire individuelle, c'est une Ouais, trajectoire de combat politique ouais. et de principes qui sont restés les mêmes depuis l'indépendance. C'est quelqu'un qui raconte à travers ses ouvrages justement toute l'histoire du Nigeria dans sa grande complexité, dans ses Waouh. rapports avec l'extérieur et aujourd'hui une forme aussi, hein, il raconte aussi hein, effectivement parfois l'intensité de la corruption, de la violence. Donc, c'est un regard qui est très acéré, très critique, mais en même temps très constructif et utile, je pense, pour penser le Nigeria de demain et au-delà pour penser à nouveau le continent de demain. Clairement, et merci beaucoup pour ce partage parce que moi, je trouve que on manque de ce type d'écrivain sur l'Afrique. Écrire cette histoire africaine, même présente aussi, et ce regard dont tu parles, vraiment, je trouve qu'on en manque. Donc, c'est précieux. Si tu devais nous recommander une, deux, plusieurs personnes que nous pourrions inviter sur ce podcast, à qui tu penses? Là aussi, c'est pas évident. Il y a 10 personnes au moins qui viennent à mon esprit, voire plus. Donc, je pourrais aller. Peut-être trois. Hein, Allez, trois ou quatre. Allez, Je dirais Sobel qui est un Sénégalais qui a mis en place il y a quelques années une organisation qui s'appelle Social Change Factory, qui axée sur la citoyenneté des jeunes, sur la formation des jeunes, et qui a ensuite mis en place le consortium avec d'autres, mais en étant porteur d'un consortium Jeunesse Sénégal, et qui est une sorte de regroupement justement d'organisations qui travaillent en particulier sur les problématiques de jeunesse, notamment sur l'emploi, l'entrepreneuriat, la citoyenneté. Et ce consortium et l'esprit qui est derrière et son pragmatisme également est en train d'inspirer d'autres regroupements de ce type dans d'autres pays de la région. Et le consortium sénégalais accompagne d'ailleurs des jeunes dans plusieurs pays aujourd'hui d'Afrique de l'Ouest à mettre en place ce type de regroupement. Et ça, je trouve ça très intéressant ouais, parce que là aussi, c'est un jeune, mais avec un engagement très fort depuis peut-être quand même maintenant une dizaine d'années, voire un peu plus, ouais. et une clarté dans la vision de ce que la jeunesse peut faire et dans la croyance justement dans ce potentiel transformateur de la jeunesse. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui peut être intéressant Avec aussi plaisir. d'écouter. Et je dirais Ariel Kitio. Alors, à nouveau, je cite des personnes qui ne sont pas nécessairement voilà, les personnes les plus connues partout. Mais je pense que c'est très important justement aussi d'avoir conscience qu'il y a beaucoup d'acteurs qui construisent, qui font des choses aujourd'hui sur le continent et qu'il faut également les écouter, les mettre en avant pour voir les dynamiques positives à côté de tout ce qui nous agace profondément et qui nous inquiète. Donc Ariel, elle est camerounaise et elle a une organisation qui s'appelle KAISTI et D'accord. elle est plutôt une scientifique qui travaille sur justement l'intérêt des filles pour les STEM, donc les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. D'accord. Et elle forme énormément de jeunes garçons ici au Cameroun, justement sur l'intelligence artificielle, sur la robotique. Elle a accompagné d'ailleurs récemment des jeunes, hein, vraiment des enfants Waouh. camerounais à une compétition de robotique qui se déroulait au Maroc. Donc, je trouve ça intéressant parce que justement, je crois qu'il faut toujours être très ouvert et ne
pas oublier d'écouter les scientifiques, d'écouter des gens Ouais, qui ne ouais, travaillent pas nécessairement sur nos questions de gouvernance, de oui, démocratie, mais qui font des choses qui sont extrêmement importantes pour leur pays ouais. et aussi vraiment pour stimuler les jeunes. Didier Akoueté, alors voilà, beaucoup plus expérimenté, plus connu aussi, Mm. qui est un entrepreneur dans le domaine des talents africains. Il fait depuis des décennies beaucoup au niveau de la diaspora. Il a beaucoup encouragé et créé le cadre qui a permis à beaucoup d'Africains formés à l'extérieur Oui. d'aller ensuite travailler voilà, sur le continent, notamment dans le management et dans l'ingénierie. Et il continue, je pense, à porter des messages un peu partout, très positifs sur l'entrepreneuriat et très positifs sur ce que les jeunes peuvent faire sur le continent s'ils sont bien accompagnés. Et donc, je trouverais aussi intéressant de l'écouter. J'avais Ben, dit quatre, mais bon, je peux m'arrêter aussi trois, mais à nouveau, il y en a beaucoup d'autres. Mais faudra m'inviter pour avoir d'autres propositions. eh ben, écoute, je prends le deal, Gilles, je prends le deal. Euh, Encore un grand merci et puis peut-être un mot de la fin. Mais en tout cas, on te réécoutera avec plaisir sur plein d'autres sujets. On a encore plein d'autres sujets à évoquer. Un mot de la fin, qu'est-ce que tu souhaites transmettre en tout cas à ce stade? Il y a ce contexte particulier dont tu parlais tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu souhaites nous partager et nous transmettre aujourd'hui? Alors, peut-être de manière surprenante, le mot de la fin, ce sera aussi une partie de la réponse à la question sur un film ou un ouvrage. Ce sera un film que j'ai vu récemment dans un avion, je dois dire, c'est peut-être l'endroit où je regarde le plus de films, qui raconte l'histoire de Simone Veil. Donc, c'est pas une histoire Ah, africaine. Et c'est un film sur Simone Veil, son engagement. Alors, pour ceux qui la connaissent pas, donc c'est évidemment une Française qui est surtout connue pour son combat pour la loi pour les interruptions de grossesse en France et qui est aussi qui a connu hein, les camps de concentration en Allemagne, qui est donc une juive, était une juive et dont la mère est décédée justement pendant ces années noires en Europe. Et le film extrêmement intéressant parce que c'est aussi raconte une histoire, mais raconte aussi là encore l'engagement et la possibilité de mener des combats euh, en entrant dans le champ politique à un moment donné et en gardant ses principes fondamentaux jusqu'au bout. Et à nouveau, je trouve aussi que ça permet, en particulier aux Africains, de ne pas basculer ne jamais basculer dans la haine, ne jamais basculer dans la négation de la souffrance des autres et de l'humanité des autres, de ne pas penser que les Africains sont consubstantiellement différents des autres. Et au fond, les souffrances qu'on connaît aujourd'hui dans des conflits africains, les violences, le crime, tout cela, on le retrouve dans l'histoire de tous les continents. Et être conscient de cela permet à nouveau aussi de ne pas céder à la tentation aujourd'hui, peut-être pour certains jeunes en Afrique, d'une fascination pour la guerre, une fascination pour la force, une fascination pour, disons, la légitimation de la violence. Même lorsqu'on combat contre des groupes terroristes, ça ne justifie pas tous les moyens, ça ne justifie pas, disons, d'abandonner toute humanité ouais, et de considérer que on peut disons, éliminer des populations civiles parce qu'on élimine par ailleurs des terroristes. Je crois que on est vraiment dans un moment où il est important, je pense aussi, de passer ce message. Et je crois qu'un film comme celui-là sur Simone Veil, qui raconte aussi une histoire de l'Europe, permet à nouveau de revenir à notre humanité commune et de penser l'avenir du continent, euh, pas simplement à nouveau dans la confrontation avec les autres ou dans une revanche contre l'Occident ou contre les anciens colonisateurs. Nous devons construire un avenir ensemble et les jeunes qui sont aussi en Europe, aux États-Unis
États-Unis, en Asie, ils ne sont pas individuellement comptables de ce qui a été fait historiquement Sûr. et ils sont aussi en train de rechercher un avenir voilà, qui donne envie. Et je pense que c'est important aussi d'ouvrir toujours l'esprit des Africains sur le reste du monde. Merci beaucoup, Gilles, pour pour d'une part ce partage, cet échange, et puis après là en fin de session sur un message fort parce que effectivement nous ne sommes pas en temps de paix. Oui, c'est une très bonne manière de le dire. C'est exactement ça. Nous ne sommes pas en temps de paix et les formes de combat justement peuvent être différentes et osons espérer qu'elles prennent le moins possible cette forme de violence que tu évoques et qui traduit toutes les frustrations dont tu parlais précédemment, notamment au niveau des jeunes. Donc merci pour ce message qui est important. Euh, Alors, si je peux me permettre, nous ne sommes pas en temps de paix. Je trouve ça très juste, très approprié. Et j'ajouterais que lorsqu'on n'est pas en temps de paix, les plus faibles sont toujours les plus exposés. Donc, même si un certain nombre de pays africains sont aussi dans une logique de réarmement, etc., on est extrêmement loin de oui, faire partie des puissances militaires. Et donc, ce qui se passe lorsqu'on n'est pas en temps de paix, c'est qu'on s'expose énormément lorsqu'on n'est pas conscient justement de risques que la situation s'aggrave sur notre continent. Donc, il faut en être conscient. complètement, complètement. Encore un grand merci. Je te dis à bientôt. En malgache, on dit velum. Euh, et j'ai envie de dire à une prochaine fois, rapidement. Avec plaisir, c'était un plaisir.